Bonsoir, bonsoir, amis et passionnés du livre et bienvenue sur le plateau d'Expression Lire. Alors, en cette soirée toute particulière, 5 juillet 62, 5 juillet 2011, 49 années d'indépendance, eh bien, il faut, pour construire non seulement le présent, mais surtout le futur, eh bien, il faut, c'est une obligation, connaître, bien connaître son passé, son histoire. Et pour cela, eh bien, je reçois le docteur Messoud Djennas pour son ouvrage, un essai historique dont le titre est La saga des rois numides entre Carthage et Rome, et c'est paru aux éditions Casbah. Docteur Djennas, bonsoir. Bonsoir Youssef. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour votre aimable invitation. C'était un véritable plaisir pour deux raisons. La première, parce que j'ai une grande admiration pour votre ouvrage. Je vais vous dire pourquoi. Et parce que il m'était très agréable de discuter avec vous. Et surtout parce que vous l'avez en exergue dédié à la jeunesse algérienne. Et on va tout de suite entrer justement dans le sujet. Pourquoi l'avoir dédié à la jeunesse algérienne? Puisque dans votre introduction, vous parlez de l'importance de l'écriture, de l'histoire, et comment écrire cette histoire. La jeunesse algérienne, c'est tout naturel. Hein. 70% de la population algérienne sont constitués par des jeunes de moins de 30 ans. Donc c'est le présent et surtout l'avenir de l'Algérie. Donc il est tout à fait normal de penser d'abord et avant tout à cette jeunesse, sans nier évidemment le rôle des aînés. Mais enfin, il faut penser surtout à l'avenir. Et l'avenir, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir d'un peuple. Alors, avant la saga des rois numides, vous aviez publié deux ouvrages, toujours chez le même éditeur, Casbah Éditions. Le premier, c'est vos mémoires. Vivre, c'est croire, des mémoires qui courent de 1925 à 1991. Bravo pour le parcours. Merci. Extraordinaire. Et le second, Algérie, résistance et épopée. C'est un dialogue à travers justement le temps, donc l'histoire. Et cela remonte de 1827 jusqu'à l'an 2000, donc fin du millénaire passé. Et votre dada, je dirais, votre intérêt se focalise énormément sur l'histoire. Et vous aimez beaucoup l'histoire antique. Oui. Et parce que d'abord, parce qu'elle n'est pas connue, elle n'est pas bien connue, ça c'est la raison essentielle. Et ensuite, sans la connaissance de l'histoire, on ne peut pas imaginer l'avenir. L'histoire éclaire le présent et permet des projections sur l'avenir. Donc il est absolument indispensable de connaître le passé, parce que quand on connaît le passé, on jette un coup d'œil de façon très objective sur une véritable photographie que l'on fait de l'état d'une nation. On voit ce qui s'est passé il y a un siècle ou 5 siècles, et puis s'il y a des périodes de gloire, on sait à quoi cette gloire est due, et s'il y a des périodes sombres, également, on peut découvrir les raisons de façon à les corriger. Donc la connaissance du passé est essentielle. Alors, l'histoire du Maghreb antique, parce qu'évidemment, c'est pas seulement l'Algérie, parce qu'avant, c'était pas subdivisé ainsi, bien évidemment, c'était des royaumes, on va le voir tout de suite, mais est-ce que aussi votre décision de rendre accessible l'histoire de l'Antiquité dans notre région, de cette région de l'Afrique, qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, c'est pour beaucoup parce que les historiens, entre guillemets, occidentaux, c'est une des périodes qu'ils ont le plus, je dirais, pas massacré, non, il y a eu d'excellentes études, mais obéré dans le sens où ils n'y voyaient aucun début de fondation d'un État. Et même quand on apprend dans les différents collèges ou lycées à travers l'Europe occidentale, plus particulièrement en France, dès qu'on parle parce que effectivement le texte de Sallust est très connu, des guerres de Jugurtha ou d'autres, jamais on vous dira que Jugurtha venait de cette région du monde. On fait semblant comme si, je ne sais pas, il venait ex nihilo. Il y a toujours ce fameux complexe de coloniser qu'on retrouve à tous les temps. Vous savez, à l'époque,
la Grèce d'abord, Rome ensuite, et puis Carthage, etc., eh ben, ils ont toujours eu un comportement de dominateur. À partir du moment où on se comporte de cette façon, ben, l'indigène n'est considéré que comme à point. Lorsqu'on a besoin de lui, on sait qu'en ce moment, on se rend compte qu'il existe. Mais sitôt qu'on n'a plus besoin de ses services, eh bien c'est fini, il n'existe plus. On le congédie, malheureusement. Et il n'existe plus. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un ouvrage didactique? Didactique, oui. Oui. Ce n'est pas un travail de recherche. Je ne suis pas historien. Ce n'est pas un travail académique. C'est un ouvrage qui est destiné d'abord et avant tout à porter à la connaissance de notre jeunesse des éléments essentiels qui sont à travers la légende, parce qu'il y a quand même le côté légende, parce que ça c'est une parenthèse que je ferme rapidement, il y a très peu d'écrits dus aux Numides ou même aux Puniques, ce sont surtout les Romains et les Grecs qui ont écrit l'histoire de notre pays. Bon, donc, avec les éléments que nous possédons, eh bien, j'ai pensé qu'il était quand même très utile de porter à la connaissance de nos jeunes des éléments essentiels qui font leur histoire, l'histoire de leur pays. Donc, c'est didactique. Didactique. Alors, votre ouvrage remonte très loin, ce qu'on appellerait à la haute antiquité, et je dirais même plus avant. Plus avant, sur l'origine des populations qui ont commencé à s'établir dans toute cette région-là, aussi bien sur la bande côtière que dans le sud, ou dans d'autres régions montagneuses. Et donc, vous remontez vraiment très très loin. Bah, oui, c'est une nécessité, parce que presque au paléolithique. Oui, ben oui, parce que les habitants de ce pays, bon, ce sont ceux qu'on appelle les Berbères. Or, les Berbères, ils ont une origine extrêmement lointaine dans le passé. En ne considérant que les fresques du Tassili, ça remonte déjà à 7000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Bon, mais les Berbères ont existé avant même, à la fin du Paléolithique et au début du Néolithique. Donc, ça remonte à peu près à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, je ne parle pas des origines des Berbères. Bon, on sait que la thèse actuellement la plus retenue, c'est une origine de l'Est oriental, bien que un auteur comme... Chamito-sémitique, on dit généralement. Oui. Et bien qu'un auteur comme Gabriel Combes, dans un de ses récents ouvrages, les Berbères, mémoire et identité, et sans du tout remettre en cause cette origine orientale, il a quand même avancé l'idée qu'il y a eu des pays européens du bordure de la Méditerranée qui ont assuré quand même un certain apport à cette région qu'on appelle la Berbérie ou qu'on peut appeler la Numidie. La Numidie n'étant qu'une partie de la Berbérie, mais bien délimitée quand même. Tout à fait. Alors, alors, évidemment, cette région va être l'enjeu, à un moment donné, un enjeu politico-économique et stratégique énorme entre deux villes qui sont en réalité pratiquement l'une qui va devenir un empire, l'autre qui n'est pas pour une grande expansion territoriale, elle est plus pour une expansion économique et commerciale. Alors, l'une est plus ancienne que l'autre, la plus ancienne c'est Carthage. Alors c'est savoureux parce que dans votre ouvrage, vous donnez comment on appelle ça, ce qui était la légende de la naissance de Carthage. Et pareillement pour Rome. Donc ce sont deux grandes villes qui ont été... Il y a une légende concernant leur fondation. On n'a pas trouvé mieux. Après. Pardon ? On n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux. Bah, le côté mythologique est toujours fort sympathique. Agréable à évoquer. Absolument. Alors, et puis va se retrouver au milieu deux royaumes qui sont très antagonistes, n'est-ce pas, qui vont faire un petit peu, au risque de faire les frais de trois guerres, ce qu'on appelle communément les guerres puniques. Puniques tout simplement parce que c'est comme ça que les Romains appelaient les Carthaginois, le monde punique. Donc trois guerres puniques qui verront jusqu'à la destruction totale et complète de la ville de Carthage. Et vous évoquez donc tous ces rois numides qui vont essayer de faire ce qu'on appelle une politique des petits et des grands pas pour tenter de sauver leur propre royaume. Oui, absolument, absolument, parce que Carthage, comme vous venez de le dire, n'a pas eu une ambition territoriale, bien que il y ait l'aristocratie carthaginoise, c'est l'aristocratie foncière qui est constamment
qui a constamment regardé du côté du continent. Ouais. Mais la classe moyenne, dominée par les Barcides, Hamilcar et ses enfants, elle a toujours quand même, elle a réussi à orienter la politique de Carthage vers le commerce, vers la navigation, d'où cette importante flotte marchande commerciale de Carthage. Bon, et il est arrivé à un moment où une autre puissance s'est développée, c'est Rome, et donc à ce moment-là, il y a eu un affrontement. Mais les rois numides se sont trouvés coincés entre, en particulier, je pense, en particulier le père de Massinissa, Gaïa, il était à la tête des deux royaumes de Numidie, et il s'est trouvé coincé entre Carthage d'un côté, qui a grignoté sur le territoire de la Massilie, la Massilie étant le royaume du père de Massinissa, Gaïa, et le royaume de Syphax, la Macécilie. Bon, aussi bien Syphax que Carthage ont tout fait pour grignoter et même tendu à faire disparaître la Massilie pour pouvoir l'incorporer. Alors, pour qu'on comprenne bien comme ça au niveau géographique, hein, donc il y a Carthage, ces frontières s'étendent jusqu'à peu près où aujourd'hui, hein? Ben, Carthage, Carthage c'est une ville qui a été fondée face à l'est, face à Utique. Utique c'est l'actuel Bizerte, dans un détroit, et elle arrive à peu près aux frontières actuelles? À peu près la Tunisie orientale. Voilà, très bien. La Tunisie orientale. Voilà. Alors, ensuite, nous avons le royaume... occidental. Ensuite, nous avons le royaume massile avec comme capitale Cirta, l'actuelle Constantine. Cirta, après, mais avant, ce n'était pas Cirta. C'était d'abord Douga, et puis ensuite Douga, du fait de la progression de Carthage, s'est effacé, et il y a eu Zama. Et Cirta... Oui, il va y avoir la fameuse bataille. Voilà. Cirta est venu progressivement. C'est d'ailleurs l'origine de la dynastie massile, hein, la région Cirta. Et Cirta, c'est l'actuelle Constantine, évidemment. Bon, donc, il y avait deux royaumes numides. Le premier, c'est le royaume de Gaïa, c'est la Massilie. La Massilie, c'est un petit royaume qui s'étendait de l'actuelle Constantine, du Rimel, jusque-là, et qui englobait la partie occidentale de la Tunisie. C'était un royaume qui était donc petit, et il était petit, et ses voisins le grignotaient en permanence. Mais il avait quand même des atouts. Premièrement, il avait quand même des richesses, et deuxièmement, Carthage quand même a pu se développer, a pu développer une culture, une civilisation, puisque la Massilie était voisine de Carthage. Et puis le deuxième royaume, c'est le royaume des Massiciles, c'est le royaume de l'Ouest, c'est Syphax qui en était le roi, qui s'étendait du Maroc oriental, la Moulouya, jusqu'aux approches de Cirta. Donc un énorme royaume. Un énorme royaume, très vaste, très riche. Et Syphax était un roi extrêmement puissant. Et il avait des ambitions, Syphax. Il ne voulait pas seulement conquérir la Massilie voisine, mais il voulait même s'étendre. À un certain moment, d'ailleurs, on le verra peut-être, il a essayé de réunir les représentants de Carthage et Scipion pour essayer de les amener à faire la paix. Et à ce moment-là, il aurait gagné, lui, en prestige et en représentativité. Et il ambitionnait de devenir l'homme. Le roi numide. Le roi numide par excellence. De la Moulouya jusqu'à Cirta. Jusqu'à Cirta. Alors, et même au-delà. Et même au-delà. Jusqu'à la Sirte libyenne. Jusqu'à la Cyrénaïque. Oui. Qui est l'actuelle Libye. Enfin, une partie de l'actuelle Libye. Alors, vous narrez donc tout cela, et puis va intervenir à partir de ces deux royaumes. L'un, donc on rappelle la Massilie, c'est Gaïa, hein, il va y avoir toute une dynastie, hein, et puis l'autre, Syphax, et puis donc petit à petit, Rome veut s'agrandir. Devient un empire puissant. Il n'est pas encore tout à fait un empire. N'oublions pas que c'est une république avec un Sénat puissant, mais Rome commence à regarder de près là où sont les Carthaginois, et notamment Sardaigne, Sicile, qui sont des régions très riches, et puis c'est les bastions de la Méditerranée jusqu'à Tyr, Phénicie, Grèce, etc. Carthage domine le monde méditerranéen totalement, et évidemment ce n'est pas... Rome commence à se constituer, elle commence à comment on appelle ça, à pacifier, je dirais,
le nord, hein, donc la botte italienne, si on peut dire, est sous leur coupe, et maintenant ils veulent aller plus loin. Oui, mais l'ambition, les projets impérialistes de Rome n'ont pas été exprimés d'emblée. Au départ, on anticipe un petit peu, la seconde guerre punique a vu Hannibal débarquer en Italie, traverser jusqu'à Capoue, et ensuite jusqu'au sud de l'Italie. Et puis ensuite, il a même failli attaquer Rome. Bon, à ce moment-là, et puis quand il a vu, à la dernière minute, il s'est ravisé, il s'est installé dans l'Italie du Sud. À l'époque, donc l'Italie, Rome plutôt, voulait atteindre un objectif, faire évacuer l'Italie par Hannibal. Et à ce moment-là, les stratèges de Rome ont pensé que la meilleure façon d'atteindre cet objectif, c'était de débarquer en Afrique. De cette façon-là, Hannibal aurait volé au secours de sa patrie et l'Italie, Rome, aurait récupéré ses territoires. Mais l'appétit venant en mangeant, eh bien, petit à petit, Rome ne voulait plus ni de Carthage, ni de la Numidie. Alors, on va évoquer Tournador parce qu'il va y avoir un autre lieu géographique, une autre région géographique qui va être aussi l'objet de beaucoup de convoitises parce que c'est une région riche. Hein, c'est ce qu'on appelle la péninsule ibérique, hein, ce qui est actuellement, c'est plus l'Espagne, hein, on l'appelle la péninsule ibérique, mais c'est plus l'Espagne, mais c'est la bande côtière, et là-bas, eh bien, il y a une grande richesse, ce sont les mines d'argent et les mines de fer, surtout, avec quoi on fabrique, on usine des armes, hein, et donc là, déjà, Carthage et Rome vont s'affronter, et les fils ou les Numides eux-mêmes vont participer comme, je dirais, aide d'un côté ou de l'autre. Hein. À un moment donné, ils seront avec les Carthaginois pour battre les Romains, et puis à d'autres moments, ils seront avec les Romains pour battre les Carthaginois. Oui, il faut signaler d'emblée que jamais, pendant les confrontations entre Rome et Carthage, jamais les rois numides ne se sont trouvés du même côté. Voilà. Bon, quand l'un était l'allié de Rome, l'autre était l'allié de Carthage. Et c'était fort dommageable pour... Et puis ça a changé. Pour l'avenir de la Numidie, bien sûr. Alors là, les Numides, avant que la Numidie n'existe en tant qu'État unifié, les habitants de la future Numidie, en particulier Gaïa, le roi de Massilie, a passé un accord avec Hamilcar Barca pour se défendre, pour se protéger, parce qu'il était menacé tantôt par Syphax, tantôt par Carthage, et à un certain moment, il était plus menacé par Syphax que par Carthage. Donc, il a passé un accord avec Hamilcar qui n'a pas digéré la défaite qui a suivi la première guerre punique. La première guerre punique qui s'est étendue de 262 avant Jésus-Christ à 241 avant Jésus-Christ. Et pour Hamilcar Barca, ce n'était pas une défaite militaire. C'était la noblesse, l'aristocratie de Carthage qui ne voulait plus de la guerre. C'est cela. Parce que ça, il y avait de gros intérêts. Quand même presque une trahison. Bon. Mais Hamilcar s'était juré de prendre sa revanche, mais pour pouvoir assurer cette revanche, il lui fallait des moyens financiers. Et c'est là que le projet d'aller en Ibérie, en Espagne, a vu le jour. Et il est allé donc en Espagne. Il a fait c'était en 237 avant Jésus-Christ. Il a donc conquis une bonne partie de l'Espagne avec l'exploitation des mines d'argent, etc. Et comme il y a eu un accord entre Gaïa et Hamilcar, automatiquement, la cavalerie numide s'est trouvée en Espagne, à côté de Carthage, luttant contre Rome, dans un premier temps. Alors, Hamilcar Cabral, je disais, on revient complètement à un autre grand personnage historique, Barca, il y a toute une dynastie, ce qu'on appelle les Barcides, hein, avec évidemment celui qui est le plus connu de ses fils, c'est-à-dire Hannibal, qui va quelque sorte le venger hein, de ces différentes défaites. Son père va lui inculquer cette haine terrible contre Rome. Il avait d'autres fils comme Asdrubal et Magon.
Et ce qu'on va voir d'intéressant, c'est que, effectivement, Gaïa, qui va donner à toute une dynastie, hein, ces deux Numides, deux royaumes numides, pourquoi n'ont-ils pas trouvé, alors que c'était deux forces importantes, hein, primordiales, elles étaient sur le terrain même, pourquoi à aucun moment donné ces deux royaumes, le royaume Massile et le royaume Massacile, ne se sont-ils pas unis pour lutter et en même temps contre Rome, qui n'avait pas encore la puissance qu'elle va avoir, hein, après la Deuxième Guerre punique, et contre Carthage, qui, somme toute, territorialement parlant, n'avait pas. L'armée carthaginoise était faite pour beaucoup de gens qui étaient à l'extérieur, qui étaient des mercenaires qu'on payait, etc. Oui. C'était pas des propres Carthaginois, il faut le dire. Donc c'était l'argent qui permettait à ce que l'armée carthaginoise se constitue. Hein. Alors que l'armée romaine, c'est plus complexe. Hein. Ce sont des citoyens romains qui... des légions. Hein, c'est des légions. Ils sont citoyens romains, ils sont payés, ils ont une solde. Donc il y a un côté un peu nationaliste. Alors que l'armée carthaginoise, pas du tout. Hein. Elle peut faire appel à y compris. C'est pas une armée nationale, non. Tout à fait. C'est pas du tout une armée nationale. Une armée mercenaire. Elle peut faire appel à des Grecs, même y compris des Gaulois qui pouvaient faire partie. Et aux Numides, parce qu'il y a eu un traité d'alliance. Alors pourquoi, pour vous, ça ne s'est... Bon, oui, mais ça, c'est un problème que j'ai abordé à la fin de l'ouvrage. Il y a un chapitre épilogue où justement je pose cette question. Je voudrais bien avoir une réponse. La seule réponse, c'est qu'il y a l'ambition des hommes. L'ambition des hommes qui a fait que Syphax et Massinissa ne pouvaient pas s'entendre. Parce que Massinissa a beaucoup souffert des ambitions de Syphax. De Syphax et de Carthage, mais de Syphax beaucoup plus que de Carthage. Alors donc, et puis il ne faut pas oublier que il y a eu le fameux mariage là. Alors, on va y revenir justement, puisque... Mais ça n'a pas été la raison majeure, contrairement à ce qu'écrivent les historiens. Moi, je pense très sincèrement, malheureusement, que pour beaucoup, c'est la fameuse phrase « vanitas vanitatis », vanité, tout n'est que vanité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était le pouvoir, ce goût du pouvoir, chacun voulant être le seul roi et le premier roi numide de toute la Numidie, qui aurait été effectivement un royaume excessivement puissant. Et puis, à un certain moment, Massinissa ne voulait plus entendre parler d'une alliance avec Syphax. Pourquoi? Parce que Syphax, d'abord, est devenu l'allié de Carthage. Ce n'était plus l'allié de Rome, parce qu'il a été l'allié de Rome à un certain temps. Il est devenu l'allié de Carthage de différentes manières, et à la fin par le mariage avec la princesse carthaginoise, Sophonisme. Et puis ensuite, il y a eu le projet... Alors, Sophonisme était la fille de qui? Hasdrubal. Voilà, elle était la fille d'Hasdrubal. Hasdrubal, qui était un suffète carthaginois, donc un des grands dignitaires de l'Assemblée. Un peu comme un sénateur romain. C'est ça, l'Assemblée de Carthage. Bon, parce que les Hasdrubal, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu le beau-frère d'Hannibal, il y a un des fils d'Hannibal, et il y a l'Hasdrubal de Carthage. Bon, il y a beaucoup, donc il faut chaque fois préciser. Voilà, il faut faire attention à l'histoire antique, parce que effectivement, on peut retrouver exactement le même prénom, comme Scipion, il y en a trois ou quatre. C'est comme ça, c'est bon, un petit peu, c'est une sorte de nom de famille. En réalité, c'est des prénoms qui reviennent. C'est logique, puisque comme même chez nous, on donne le prénom du petit-fils, de prénom son grand-père, etc. Bon, ça se trouve dans beaucoup de civilisations, mais c'est vrai que quelquefois on peut être perdu. Alors ce qui fait que pour s'y retrouver, effectivement, ils ont on rajoute quelque chose à leur nom: Scipion Émilien, Scipion l'Africain, Hasdrubal le Fort, ou que sais-je, un petit peu comme les rois en Europe. Alors, effectivement, moi je pense que très franchement, il y a eu deux choses concernant la non-faisabilité d'un accord, d'une alliance entre la Massilie et la Massalie. C'est qu'il y a eu ça, le pouvoir, le goût du pouvoir. Puis je crois que aussi bien Rome que Carthage avaient de fins diplomates qui quand même titillaient à l'oreille de l'un, aussi bien de Syphax que de Gaïa, des dissensions, en leur promettant à chacun que lorsqu'il serait vainqueur, eh bien, leur accordera
il leur accorderait l'unicité du royaume. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Massinissa, non? Ben, c'est-à-dire que quand il y a eu quand Rome s'est mise à engager la lutte en Ibérie, en Espagne même, contre les Carthaginois, ben, quand il y a eu la chute de Carthagène, je crois que c'était en 209 avant Jésus-Christ, là c'était la fin de la présence carthaginoise en Espagne. Bon, à partir de ce moment-là, les Carthaginois, enfin l'Assemblée de Carthage, a senti le danger de Rome. Elle a senti que Rome ne voulait pas seulement la libération de l'Italie du Sud, où se trouvait Hannibal, mais que cherchait autre chose, à savoir la supplanter, donc en Afrique du Nord et dans tout le bassin méditerranéen. Et à ce moment-là, Carthage cherchait des alliés. Et l'allié à l'époque le plus fort, ce n'était pas Massinissa. C'était Syphax. Ce n'était pas Gaïa. C'était Syphax. Voilà. Alors c'était Syphax, donc avec son royaume, son armée, etc. Donc il fallait absolument attirer Syphax dans la sphère d'influence de Carthage. Voilà. Et rien de mieux qu'un mariage de raison. Et Carthage, à ce moment-là, en même temps, a conçu le projet de faire assassiner Massinissa. Donc vous avez, et Massinissa a eu vent de ces deux projets. L'alliance avec Carthage et le projet de le liquider. Puisqu'il va être envoyé en Ibérie, hein, donc il va combattre Massinissa avec les armées carthaginoises contre Rome. Mais déjà, à l'époque, quand il était en Ibérie, en Espagne, Massinissa a demandé à son père, à Gaïa, de retirer immédiatement, dans les meilleurs délais, la cavalerie numide, parce que les légions romaines étaient trop fortes et qu'il fallait absolument éviter le désastre. C'est ça. Sinon, c'était la décimation. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, et pourtant c'est diablement intéressant concernant tout ce qui est, on va l'évoquer probablement, hein, on est obligé, mais ce qui est c'est très clair, hein, et pourtant Dieu sait c'est compliqué de s'y retrouver, docteur Sardinas, c'est ce qu'on appelle la guerre de succession qu'il va y avoir, hein, surtout au niveau du royaume massile. Il va y avoir une guerre de succession quasi constante, hein. L'arrivée au pouvoir de Massinissa après Gaïa ne se fait pas aussi simplement que cela. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que effectivement c'est comme ça, c'est dans la culture, c'est dans la tradition, c'est dans la codification. Ce n'est pas le fils du roi qui devient obligatoirement roi, c'est l'aîné de la famille, logiquement. C'est ça. Il faut d'abord que les éléments d'une génération disparaissent pour que la génération suivante accède au pouvoir. Voilà. Bon, alors donc, Gaïa avait un frère, Isalcas. Bon, après la mort de Gaïa en 206 avant Jésus-Christ, c'est tout naturellement Isalcas qui devient roi. Qui devient roi. Bon, et là, ensuite, il y a eu pas mal de choses pas rebelles. Hein, parce qu'il faut dire, il y avait, comme vous l'avez dit, il y avait la famille agnatique. Voilà. La famille agnatique, c'est l'aîné d'une génération qui est roi. Qui succède. Qui succède automatiquement. Bon, à l'époque, donc, il y avait Gaïa, il avait un frère, c'était Isaac. La femme était exclue. Hein. Tout à fait, oui. Non, dans la société berbère, était exclue. Et puis, Isalka, il est mort dans l'année même. Il est arrivé à la tête de... Mort bien vite, quand même. En 206 avant Jésus-Christ, l'année même, il est mort. Et c'est son fils, Capusa, qui a hérité, et son fils Capusa également, il n'est pas resté longtemps, 2 ans, en 208 avant Jésus-Christ, et il est mort dans des conditions douteuses. Bon, normalement, à partir de ce moment, il est arrivé au monde quelques heures, selon la légende, hein, quelques heures avant Massinissa, donc c'était lui qui devait hériter de la mort de son père. Et après la mort de Capusa, normalement, c'était Massinissa qui devait être roi. Eh bien non, il avait un cousin qui a plus ou moins manigancé, il s'est allié avec Catherine, enfin bref, il a fallu ensuite que Massinissa intervienne militairement et s'installe par la force, mais là, Syphax est intervenu. C'est intervenu, il a chassé Massinissa. De Cirta, et Syphax, à ce moment-là, a assuré la domination de son royaume, son autorité sur toute la nuit. Alors on peut dire qu'en fin de compte, hein, parce que c'est vrai qu'on va voir que c'est Massinissa qui va devenir roi de Numidie, ceci après, je dirais entre guillemets, hein, son aide à l'armée romaine dans la fameuse bataille de Zama. Ils sont aidés mutuellement. Ils sont aidés mutuellement, la bataille de Zama entre Scipion, l'Africain, et Hannibal. Donc il va recevoir
sur le plateau le titre de roi de Numidie. Mais on peut presque dire que lorsque Syphax est arrivé à Cirta et qu'il en a chassé Massinissa, il était de fait le premier roi de quasiment toute la Numidie. Absolument, absolument. Sauf que ce n'était pas le roi légitime. Voilà. C'était un roi, il a arraché, il a en quelque sorte... C'était un usurpateur, voilà, comme disaient les anciens royalistes de Napoléon Bonaparte. Voilà. Parce que le prétendant le plus légitime, il était encore en vie, c'était Massinissa. Voilà, c'était Massinissa. Donné pour mort, en parenthèse. Absolument, il va refaire... Donné pour mort, mais malgré il tout... va devenir, et c'est là d'où commence son mythe, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il va commencer petit à petit à reformer une armée. Hein, généralement, c'était son charisme qui a fait pour beaucoup le fait qu'il puisse... Des qualités exceptionnelles, et de guerrier, de courage, d'organisateur, bien sûr. Et puis il va commencer à faire une sorte de guérilla, pratiquement, pour chasser les troupes de Syphax, leur rendre la vie impossible et arriver en triomphateur. Et puis entre-temps, Scipion a été envoyé par le Sénat romain en Afrique. Alors, il a débarqué, donc, il a fait le siège du Tic en 204 avant Jésus-Christ. 204 avant Jésus-Christ. Donc, Scipion était... Et à ce moment-là, encore une fois, l'objet ou l'objectif de Rome, c'était de faire évacuer l'Italie du Sud par Hannibal. Mais... Alors, il va partir, Hannibal, effectivement. Ben oui. Parce que d'une part, lui, il attend des troupes fraîches que Carthage ne lui enverra jamais, parce que Carthage avait un peu peur quand même de ce général ambitieux et qui avait une grande réputation à Carthage, n'est-ce pas? Et puis il ne voulait pas engager beaucoup d'argent. Et puis ça coûtait très cher. Voilà. Donc il le laisse un petit peu, enfin il le laisse tomber carrément dans l'Italie du Sud, et donc Hannibal va être obligé... Pratiquement, Carthage l'oblige à revenir sur l'Afrique. Même son frère Hasdrubal, qui commandait, qui a assuré le commandement de la cavalerie, des troupes de l'armée carthaginoise en Espagne, eh bien, Hannibal a lancé un appel à l'aide de son frère. Qui n'est jamais venu. Si, il est venu. Il a traversé également, il a franchi les Alpes comme Hannibal. Mais dès son arrivée en Italie, il a été cueilli par les armées, les légions romaines, il a été décapité et on a envoyé à Hannibal la tête de son frère. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, la tête de son frère. Donc, d'un côté, l'aide sur laquelle il comptait, celle de son frère, lui, pas parvenue. Disons, ses arrières n'étaient plus protégées. L'aide qu'il a sollicitée de Carthage ne lui est pas parvenue. Et quand Carthage a décidé de lui envoyer une aide, eh bien, la tempête a emporté toute la flotte. Alors, je voudrais revenir, docteur Massaudjenas, sur... là, les téléspectatrices et téléspectateurs vous écoutent, donc on voit qu'il y a des relations diplomatiques, des négociations entre les différentes parties, que ce soit le royaume de Syphax, celui de Massinissa, enfin celui de Gaïa, son père plutôt, pardon, Carthage, Rome, etc. C'était pour quand même évoquer un point, il me semble très important. C'est que il faut s'imaginer qu'à l'époque, toutes ces discussions entre ces grands chefs, ou quand Massinissa va discuter avec Scipion, ou quand Syphax même va discuter avec Scipion, ou quand on verra bien plus tard, quand Jugurtha ira au Sénat romain discuter, on pourrait se poser la question, mais quoi, c'était en version originale, ou c'était sous-titré, ou c'était doublé, c'était comment? Eh bien, je crois qu'il y a un point qu'il faut absolument que nos amis qui nous regardent sachent, c'est que ces grands rois numides et leurs cours et leurs enfants étaient d'un niveau culturel extraordinaire, parlant plusieurs langues, primordialement évidemment le berbère, mais aussi le punique, c'est-à-dire la langue carthaginoise, et le grec et le latin. Le grec étant un petit peu ce qu'on appellerait la langue diplomatique, celle qui était connue, celle avec laquelle tout le monde conversait un petit peu comme et la langue de la culture. Et la langue de la culture. Je voudrais qu'on revienne sur ce point parce que c'est très important. Très important. Mais les rois numides, si on les comparait aux chefs d'État de l'époque ou même d'après, eh bien, ils soutiennent très avantageusement la comparaison. C'était les rois, parmi eux, il y avait les rois les plus érudits, les plus cultivés de leur temps et même après. Et reconnus. Je dirais internationalement, reconnus. Même de leur temps. Il y a pas mal de... Sallust lui-même, par exemple, il a reconnu avoir emprunté pas mal de choses des écrits de Hypsale II.
qui était un fin lettré. Les Juba II, on l'appelait le roi savant. Le roi savant, il a écrit, malheureusement... Rien n'est resté. On connaît les titres. On sait qu'il a écrit. Oui. Ça... Par exemple, l'ouvrage Libica, c'est un ouvrage qui a donné toutes les informations concernant l'ancienne Numidie, par exemple. Malheureusement, tout a disparu. mais on sait très bien, puisque même en Grèce, des rois numides ont eu droit soit à des statues, donc ils étaient quelque part un peu sorte de déification de la culture, hein, mais des inscriptions portant leur nom et leur rendant hommage. Il y a un point qui me paraît, en tout cas, qui me paraît assez intéressant à souligner. C'est que même les rois numides, qui étaient considérés comme des alliés de Rome, eh bien, ils se tournaient plutôt vers la Grèce, sur le plan de la culture. Sur le plan de la culture, ils étaient beaucoup plus attirés par la Grèce que par Rome, qui commençait déjà, quand même sur le plan culturel, qui commençait à se développer. Mais quand même, c'était la Grèce qui les attirait. À telle enseigne que Massinissa, par exemple, une statue lui a été élevée dans l'île de Delos. Delos, oui, tout à fait. Il y a 3 statuettes qui ont été élevées à la mémoire, en hommage à Massinissa. Et plus tard également pour Juba II. Donc, il y avait cet attrait de la Grèce avec sa brillante civilisation pour les Numides. Mais réciproquement, les écrivains, les historiens grecs les plus renommés, ils n'hésitaient pas à emprunter aux écrivains, aux rois numides en particulier, qui étaient vraiment des rois savants. Parce qu'on oublie trop souvent qu'à l'époque, bon, c'est vrai que Rome était va devenir un immense empire, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas de grand nom de la pensée à Rome. Rome va tout prendre au monde hellène, c'est-à-dire à la Grèce, n'est-ce pas, où il y avait les grands philosophes que l'on connaît tous, les grands mathématiciens, astronomes, médecins, etc. Et tout cela, c'était la Grèce. Et la Grèce avait énormément influencé parce qu'on va voir que quelqu'un comme par exemple Massinissa va faire pour une partie ses humanités, si on peut dire, à Carthage. Parce que Carthage avait un flambeau intellectuel beaucoup plus élevé que Rome. Et ça pendant encore longtemps, même après sa destruction, puisqu'on verra que, y compris à l'époque de Saint-Augustin, Saint-Augustin va plus apprendre à Carthage qu'il ne va apprendre à Rome. Parce que les professeurs grecs venaient à Carthage, n'allaient pas à Rome, ils allaient à Carthage. Bon, bien sûr, il y avait Alexandrie, en Égypte aussi, qui était un haut lieu de la culture mondiale, mais Rome, c'était les guerriers, quoi, assez frustres. Massinissa, parce que son père, Gaïa, l'a envoyé faire ses classes, si je puis dire, à Carthage, mais Massinissa avait un professeur grec qui lui enseignait le grec. Il est parti avec sa mère, d'ailleurs, je crois. Oui, avec Sénifère, oui. Alors, il va y avoir, après cette fameuse deuxième guerre punique, qui va voir pratiquement Carthage tomber totalement, ça y est, la troisième guerre punique ne sera que un prétexte pour totalement la raser, définitivement enterrer Carthage, mais c'est la seconde guerre punique, défaite d'Hannibal, donc défaite de Carthage, Massinissa va devenir roi de Numidie. C'est reconnu, reconnu. Et puis il y a eu un traité, le traité qui a été signé par Carthage avec Rome, qui a mis un terme à la seconde guerre punique, a donné beaucoup de possibilités à Massinissa. Parce que Massinissa, en 203 avant Jésus-Christ, il y a eu la fin de la bataille des Plaines. Et c'est au cours de cette bataille que Syphax a été battu, il a été fait prisonnier, puis ensuite il est mort à Rome. En captivité, oui. Bon, et en 202, c'était la bataille de Zama, c'était Hannibal qui a été battu. Et en 201, alors là, il y a eu le traité qui a mis un terme officiellement à la seconde guerre punique, et Massinissa est entré en triomphateur à Cirta. Mais ce traité-là a donné beaucoup de possibilités à Massinissa, ce qui fait qu'il s'est agrandi. Il a agrandi, c'était pas seulement les limites des deux royaumes numides dont il a hérité, mais il a étendu vers l'est les limites de la Numidie. Il va grignoter ce que Carthage avait grignoté. Absolument. Il va reprendre. Et même au-delà. Alors, œuvre de Massinissa, œuvre
extraordinaire, puisqu'il va non seulement unifier en un seul royaume, ça c'est très important, une sorte de centralisation autour de sa capitale Cirta, il va battre monnaie. Fixer les nomades, il va très important. Cela, voilà. Il va sédentariser les nomades, voilà, très population important. Et l'agriculture qui était déjà assez prospère, mais avec Soumassinissa, elle a connu l'âge d'or, son âge d'or. Et tous les historiens grecs et autres l'ont reconnu. Mais on pourrait presque se demander que, comme toujours, il y a un avers et un revers d'une médaille, vous savez, docteur Djenna, c'est-à-dire qu'il développe cette Numidie, et notamment par une agriculture qui va devenir de plus en plus florissante. Et on va voir que malheur parce que ça va attiser les convoitises de Rome, ben oui. Parce que ça va devenir le grenier à blé de Rome par la suite. Absolument, oui. C'est vrai. Bon, mais ceci dit, vous retracez parfaitement bien dans votre ouvrage toute l'œuvre de Massinissa. Il a développé l'enseignement, il a quand même... L'homme de guerre qu'il a été pendant longtemps, presque jusqu'à sa mort, il savait se transformer en homme de société. En vrai dirigeant. En vrai dirigeant. Non seulement en homme d'État, mais en homme de culture aussi. Il organisait des réceptions de très haut niveau. Des gens de très haut niveau culturel. Alors, ce qui est vraiment dommage, malheureusement, mais ça c'est comme ce que vous évoquiez à propos de Juba II et des nombreux écrits scientifiques, historiques, sur la botanique, sur la faune et la flore de Juba II, c'est qu'il est sûr qu'il y a eu, avec cet État centralisé, des documents administratifs, etc., qui nous permettraient d'avoir une idée beaucoup plus fine, beaucoup plus affinée sur ce royaume numide de Massinissa. Malheureusement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Bon, on dit que... Mais ça, c'est on dit. On dit que tout a été brûlé par Rome, mais... Peut-être que des fouilles archéologiques prochaines. C'est l'archéologie qui permettra de réécrire ou d'enrichir l'écriture de l'histoire de notre pays, de l'antique Numidie, ou de la Bébérie d'une façon générale. C'est l'archéologie. On a retrouvé les manuscrits de la mer Morte, qui sont quand même des manuscrits excessivement importants, pratiquement 2000 siècles après. J'ai cité le cas de l'Égypte. Oui. L'Égypte pharaonique, jusqu'au 19e siècle, il y avait juste quelques rares papyrus qui faisaient état de l'Égypte ancienne. On ne savait même pas les déchiffrer. Mais quand il y a eu, après avec l'armée des savants de Bonaparte en Égypte, et puis surtout quand Champollion a déchiffré les hiéroglyphes, et à ce moment-là, on a découvert l'Égypte ancienne, et c'était prodigieux. Mais jusqu'à maintenant, on découvre encore. C'est pas fini. C'est largement loin d'être fini. Il faut espérer que notre Champollion, ce sera l'exploitation des richesses archéologiques, parce qu'il y en a. Voilà. Alors, avis justement à cette jeunesse, faire des études d'archéologie. Il y a du travail. Il y a énormément de travail. Alors, on ne peut pas malheureusement évoquer dans le détail, mais ça, que ceux qui nous regardent accèdent au livre de Dr Djenna. Il va y avoir toute une longue lignée, là aussi des guerres de succession concernant l'œuvre et surtout le territoire de Massinissa, que Massinissa va laisser en mourant une année après le début de la Troisième Guerre punique, c'est ça je crois. Oui, il est mort la guerre a commencé en 149 et lui il est mort en 148. Voilà. Donc une année après le début de la guerre. Une année après, et lui son ambition c'était, Massinissa son ambition c'était il a raté le coche, son ambition c'était de mettre le grappin, si je puis dire, sur Carthage et en fait la capitale de la Numidie. Et malheureusement, est-ce qu'il a péché par excès de prudence, est-ce que mal conseillé? Et pourtant la route était ouverte. Ah bah oui. Ouais. Mais est-ce que Rome l'aurait laissé faire? On n'en sait rien. Et il est certain que Rome s'interdisait du vivant de Massinissa d'intervenir dans tout ce qui concernait les affaires de la Numidie. Parce que Rome, excusez-moi, Rome ne se faisait aucune illusion sur les relations amicales et d'alliance de Massinissa. Elle savait très bien qu'il ne fallait pas toucher aux intérêts et aux prestige de la Numidie. Bon, maintenant, si Massinissa avait décidé d'occuper Carthage, qu'aurait été la réaction de Rome? Ça, on ne peut pas on ne sait pas. Alors, mes chipstars,
Micipsa qui lui va être roi, mais ensuite il est obligé de partager. Rome va intervenir parce que Rome, évidemment, ne veut pas d'un royaume numide fort, puissant et centralisé. On s'en doute bien. Donc elle va partager, elle va découper ce qu'on appelle le gâteau, entretenir les dissensions qu'il y a entre les différents frères ou cousins, etc. Et on arrivera jusqu'à ce qu'à un moment donné, effectivement, il y a un autre grand personnage. Malheureusement, le temps nous manque. Qui s'appelle Jugurtha, qui lui n'est pas du tout pareillement en droite lignée, hein, puisqu'il est le fils illégitime. Hein. Oui, c'est le fils d'une concubine qui a été adopté par Micipsa. Voilà. Et il a adopté à l'égal de ses deux fils, Adherbal et Yepsal Ier. Sauf que les trois cousins, on peut les appeler ainsi, ne s'entendaient pas, ce qui a amené Jugurtha à faire assassiner Yepsal Ier et ensuite à engager une lutte contre Adherbal. Alors, cette lutte a duré une année, en fait de 118 à 117, et à ce moment-là, Rome est intervenu de nouveau pour partager la Numidie que pendant une année, Jugurtha avait unifiée. Voilà. Alors, Adherbal a eu pratiquement l'ancienne Massilie. C'est ça, l'ancien royaume de Massinissa. La partie occidentale. Et Jugurtha avait l'ancien royaume de Syphax. Voilà. De Syphax. Et ça n'a pas... Pendant 4 ans, ça a été ainsi. Mais en 113 avant Jésus-Christ, Jugurtha a décidé d'unifier de nouveau la Numidie. Il a donc il a lutté contre son demi-frère, il l'a tué. Il a tué également les Romains qui se trouvaient à Cirta, ce qui a donné un prétexte à Rome pour intervenir. Et ça a été les guerres de Jugurtha. Ce qu'on appelle les guerres de Jugurtha. Alors effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la guerre proprement dite, hein, c'est-à-dire sur le terrain, avec armes à la main, etc. Mais on verra que c'est très bien décrit dans votre ouvrage, Dr. Gendas, c'est qu'il y avait une autre guerre, c'était les coulisses, la diplomatie, la vénalité, la corruption. Et Jugurtha savait faire ça très très bien. Il avait corrompu des généraux. Spécialiste. Il pouvait être un fier guerrier sur le terrain, mais un Machiavel, un Talleyrand pur dans les coulisses. Et effectivement, Dieu sait s'il a pu corrompre nombre de sénateurs et des généraux romains. Hein. Ensuite, il va y avoir Jugurtha une fois éliminé parce qu'effectivement, il va être fait prisonnier. On va le l'amener à Rome dans des conditions terribles. Trahi par son beau-père, torture. On va l'affamer jusqu'à ce qu'il meure dans des conditions absolument horribles. Il va y avoir son héritage. Bon, là, il nous reste quelques minutes. Et puis, on va avoir 2 autres rois. Un roi qui s'appelle Juba Ier, qui lui va être un roi il va reprendre un petit peu Jugurtha. Il a ambitionné de reconstituer l'empire, voilà. la dynastie de Massinissa. Et puis un autre roi que vous affectionnez beaucoup, que de plus en plus d'historiens affectionnent, alors qu'il y a encore une bonne trentaine, une quarantaine d'années, on le prenait plutôt comme un roi pro-romain, c'est Juba II. Il est sympathique. Je vous dis, c'est marrant parce qu'il y a 40 ans ou 50 ans de ça, si vous aviez dit que Juba II était fort sympathique, etc., on vous aurait jeté à la fosse au lion. Parce que pour beaucoup, Juba II était une sorte de collabo, voilà, excusez-moi du terme. Il faut d'abord dire que c'était un miraculé. Hein, après le suicide de son père, à la suite de sa défaite face à ce Jules César, c'était miraculé parce qu'ensuite il a été pris, il a été élevé à la cour de Rome. Oui. Et puis ensuite par la nièce de Jules César, pas n'importe quoi. Hein, c'était la sœur de celui qui va devenir le fameux empereur Auguste. Donc donne excellente éducation, lui-même grande intelligence, grand roi savant, etc. En fait, on va dire que lui, il a assuré une sorte de paix, de petit âge d'or, et puis, parce qu'après ça va pas mal se détériorer. Il faut dire aussi qu'il a régné sur un immense territoire, de l'Atlantique jusque près de Cirta. Et sa capitale, c'est la Mauritanie. La capitale, c'est l'actuel Césarée. Et Goël. Alors, votre livre s'achève sur la fin de la dynastie, pas en droite ligne, mais de la dynastie de Gaïa. La saga. La saga, justement, comme vous dites, avec le dernier, Ptolémée. Il ne faut pas oublier que Juba II va épouser la fille
de Cléopâtre. La grande Cléopâtre, oui. Et oui, Et la fille qui s'appelle Cléopâtre Sélénée. Sélénée, Hein. fille de Marc-Antoine aussi. Et de Marc-Antoine, n'est-ce pas? Et donc, ils vont avoir un fils qu'ils vont appeler Ptolémée, puisque Cléopâtre est elle-même son aïeul. C'était le grand général préféré d'Alexandre le Grand, Ptolémée. Et eh bien, je vous laisse la surprise de savoir, bon, malheureusement, il finira mal, mais pourquoi Ptolémée, le fils de Juba II et de Cléopâtre Sélénée, a une telle importance et comment Rome va en fait étouffer d'une façon horrible, hein, l'affaire qui aurait pu être un caillou dans la chaussure, dans la sandale de Rome, si je puis m'exprimer ainsi, concernant la succession. Il était impensable qu'un indigène soit empereur. Voilà. Soit empereur. Déjà. Impensable. Or, il avait tous les droits. Absolument. Parce que lui, il était le petit-fils de Marc-Antoine, tandis que... Et de Cléopâtre. Et l'autre était l'arrière-petit-fils. On laissera nos téléspectatrices et téléspectateurs bien découvrir cette fameuse saga des rois numides jusqu'à la fin, jusqu'à donc ce dernier roi, Ptolémée. Ouvrage, mais alors, très grand intérêt, vraiment, il faut absolument le lire. Et... malheureusement, nous arrivons au terme de l'émission, Dr Messaoud Djennas. Merci encore. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Vivre, c'est croire, vos mémoires de 1925 à 1991, ainsi que, eh bien, Algérie, résistance et épopée, dialogue à travers le temps, 1827-2000, tous les deux édités par la maison Casbah Éditions. J'espère vous revoir bientôt pour un nouvel ouvrage d'histoire. J'espère aussi. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre Et ça m'a fait très plaisir de vous recevoir en cette journée historique qui est le 5 juillet 2011, 49 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance. Vive la jeunesse algérienne. Vive nous. Vive nous. Tahia al-Jazaïr. Tahia al-Jazaïr. Merci encore, Dr Messaoud Djennas. C'est moi qui vous remercie, Youssef. À très très bientôt. Inch'Allah. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous souhaite bien le bonsoir sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Je vous souhaite bien évidemment bonne fête d'indépendance et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. À mardi prochain, même heure, même punition. Bonsoir.